Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour le Brief Info. On est parti pour 20 minutes d'informations pour faire le tour de l'actualité dans notre région. Voici les titres. Un adolescent de 13 ans a été blessé au couteau. Un affrontement a eu lieu devant le collège et il s'est retrouvé avec une plaie au visage assez conséquente puisqu'il a été conduit aux urgences en urgence absolue. Les salariés de Monoprix sont toujours mobilisés. Ils demandent à être mieux rémunérés. Ils demandent une prime sur l'investissement. Ils souhaitent que Monoprix ou que le groupe Casino réponde à leurs attentes. Et puis on partira dans le Val d'Oise où 2 villes sur 185 ont adopté le port de l'uniforme dans les écoles primaires. On sera tout simplement tout à l'heure sur les lieux. On partira également au cœur du Festival de Cannes à la fin de cette émission où vous allez pouvoir apprécier un petit peu l'ambiance de ce festival. 20 minutes a été pour vous au cœur de ce festival. Allez, c'est tout de suite le Brief Info. Et on démarre avec une macabre découverte en Seine-Saint-Denis. Un jeune de 19 ans a été retrouvé mort dans le canal de l'Ourcq ce matin vers midi. C'est un jeune qui est connu des services de police. Sa disparition avait été signalée il y a à peine 10 jours. Une enquête a été ouverte. Et puis, je vous le disais dans les titres, à Paris, un affrontement entre jeunes continue. Effectivement, les affrontements ne cessent de se répéter. Cet après-midi encore, c'est un adolescent âgé de 13 ans seulement qui a été attaqué au couteau devant le collège du 13e arrondissement. Le jeune est blessé au visage. Il a été conduit à l'hôpital en état d'urgence absolue. Allez, je sors un petit peu de l'Île-de-France pour vous parler quelques instants de cet individu abattu par les forces de l'ordre après avoir voulu mettre le feu à la synagogue de Rouen. C'était aujourd'hui, ce vendredi, face à cet acte jugé antisémite. Un appel à la paix a été lancé. Un rassemblement est prévu, place de la République, samedi à 18h. On poursuit en Essonne où un violent incendie a endommagé les locaux du Secours populaire de Palaiseau en début de semaine. Bilan, 1500 bénéficiaires sont privés de distribution. La mairie de Palaiseau, propriétaire des lieux, met tout en œuvre pour aider l'association. En attendant la restauration du site et des locaux provisoires, les bénévoles rappellent qu'ils ne peuvent plus recevoir de dons matériels pour le moment. On écoute Marie-Christine Gravelot, adjointe au maire chargée de la solidarité du Centre communal d'action sociale. C'est un local municipal. Le maire a souhaité, Grégoire de Lasteyrie a souhaité que dès le lendemain matin, je puisse réunir l'ensemble des acteurs des associations caritatives de la ville, de manière à voir ce que l'on pouvait les uns et les autres faire, mettre en œuvre pour aider le secours populaire jusqu'à ce que un local lui soit proposé. Nous sommes partis ensuite à la recherche d'un local dans la ville qui pourrait accueillir le secours populaire le plus rapidement possible. Nous avions des pistes. Nous sommes allés hier visiter ensemble le local proposé qui semble convenir à tout le monde. Donc, assez rapidement, nous allons pouvoir, le Secours populaire va pouvoir se réinstaller pour la distribution alimentaire dans ce nouveau local. Ce qui n'empêche qu'aujourd'hui, puisque c'est le vendredi que les distributions ont lieu, aujourd'hui, les bénévoles du Secours populaire sont allés faire leur distribution dans les hôtels sociaux dont ils ont la charge. Les salariés des magasins Monoprix, toujours mobilisés depuis le 26 avril dernier, date à laquelle les mouvements de colère ont démarré suite au refus du groupe Casino de verser une prime de participation à l'ensemble de ses salariés. Depuis, plus d'une cinquantaine de magasins Monoprix et plusieurs centaines de salariés sont en grève ou débrayage de Paris à Marseille, en passant par Nice, Lyon, Aix-en-Provence ou encore Arras. Ils ne décolèrent pas. Écoutez un des membres du syndicat. Et là, on réclame toujours cette prime de participation alors que Monoprix a fait quand même un peu plus de 200 millions d'euros de bénéfices sur l'exercice 2023. Alors, je pense qu'on mérite bien cette prime-là, sans compter que là, il y aura les JO
Ouais, je suppose que vous vous souvenez qu'on nous a expliqué qu'avec d'autres, on faisait partie des essentiels pendant la période du Covid. Mais les essentiels, en tous les cas, ça ne se retranscrit pas dans la feuille de paye. Et donc là, il nous semble important, pas juste entre les différents métiers, mais aussi entre les différentes organisations syndicales, de revendiquer la même chose. C'est-à-dire nos groupes font des bénéfices records, et c'est encore le cas ici à Monoprix, et on ne voit pas la retranscription sur la feuille de paye. Alors il est que justice, normal, qu'on revendique des primes, mais surtout des augmentations de salaire. Et à la Poste, les salaires sont juste au-dessus du SMIC, donc c'est tout à fait normal qu'on revendique ici. Je suis très inquiète avec ce qui se passe aux futurs Jeux Olympiques, avec l'extension des zones dites à ouverture parce qu'il y a du tourisme, etc. Il y a un risque d'une ouverture qui devienne quasi symptomatique et obligatoire et qui ne soit plus rémunérée à hauteur d'un travail exceptionnel. À Paris, le projet des promenades plantées de Bastille à Stalingrad est attaqué en justice par référé. Les riverains et riveraines des 4 squares des boulevards Jules Ferry et Richard Lenoir craignent que ce projet, qui doit faire tomber les grilles des parcs pour y implanter des terrasses de café, n'amène encore plus de nuisances sonores en soirée et engendre une perte de la biodiversité. Les explications d'Antoine Boitel. Coucou Félicité, tu te souviens probablement que nous suivions les aventures des riverains du boulevard Richard Lenoir dans l'Est parisien qui s'opposaient au projet de Ramblas. Les habitants, les riverains du boulevard Richard Lenoir avaient obtenu une première petite victoire en empêchant les ouvriers missionnés par la ville de Paris de scier les grilles de ce parc qu'ils essayent de préserver. Malheureusement pour eux, comme tu vas le voir sur ces images, les grilles elles ont disparu puisque les ouvriers missionnés par la ville de Paris sont revenus avec la police municipale pour finir les travaux. Il y a un vrai souci de respect à la fois des élus du conseil d'arrondissement, puisque le maire les a trompés, de bonne foi ou pas, je ne sais pas, en leur disant qu'il y aurait une réunion publique, et puis le lendemain matin, évidemment, cette opération policière et technique d'enlèvement des grilles. La maire de Paris a dit qu'elle ne changerait pas d'avis, qu'elle irait jusqu'au bout dans ce domaine, comme dans d'autres, et que ça lui tenait beaucoup à cœur qu'on refasse grande promenade, dit-elle, depuis Bastille jusqu'à Stalingrad. Il y a un refus absolu de dialoguer, alors que nous on dit mais on n'est pas contre des aménagements, il faut faire évoluer les squares, mais pas n'importe comment, pas en réduisant la capacité d'utilisation telle qu'ils l'imaginent. Un jugement en référé arrivera mercredi prochain au tribunal administratif de Paris et ces associations espèrent qu'il permettra d'inverser la vapeur, mais affaire à suivre. 50 km/h sur le périphérique. La mairie dit oui, mais pas le gouvernement. Alors que le ministre des Transports, Patrice Vergriete, a rappelé mercredi son désaccord avec le projet de la ville de Paris d'abaisser la vitesse maximale du périphérique à 50 km/h. Emmanuel Grégoire, premier adjoint à la mairie de Paris, considère le temps de la réflexion terminé et réitère l'intention de la ville d'agir. À Saint-Denis, une passerelle pour les piétons reliera désormais le quartier Pleyel à la plaine à Saint-Denis. À compter du 24 mai prochain, un pont de 24 mètres de largeur avec vue sur le Sacré-Cœur reliera la gare du RERD au futur terminus de la prochaine ligne 14 du métro. Plus qu'un lieu de passage, ce sera un véritable lieu de vie. Les images de l'inauguration avec Mélanie Faure. Si vous passez par Saint-Denis dans les jours à venir, ne soyez pas étonnés si votre itinéraire est plus court que d'habitude. Le 24 mai prochain, cette passerelle reliant le quartier Pleyel à la plaine Saint-Denis ouvrira aux piétons. 24 mètres de largeur qui rejoindra la gare du RERD au futur terminus de la ligne 14 du métro. Plus qu'un passage, cette passerelle sera un véritable lieu de vie. C'est en tout cas l'ambition de la région Île-de-France qui a investi 20 millions d'euros dans le projet et veut faire de ce carrefour le nouveau Châtelet en banlieue pour offrir une nouvelle. Vous avez la gare de Saint-Denis-Pleyel, c'est le nouveau Châtelet-Léal. Cette gare de Saint-Denis-Pleyel, elle va accueillir quoi? La ligne 14, la ligne 15, la ligne 16, la ligne 17, avec une liaison directe pour Roissy, avec une autre liaison directe pour Orly. Vous êtes ici au nouveau cœur battant de l'Île-de-France, ce qui justifie, Monsieur le Président Troussel, que la Seine-Saint-Denis soit le département le plus aidé par la région. L'aboutissement de plusieurs années de travaux prêt à temps pour un événement majeur, les Jeux de Paris. La passerelle permettra un accès facilité au centre aquatique olympique. La plaine commune estime que 15% des visiteurs l'emprunteront, sans compter les Franciliens au quotidien. Désormais, on pourra dire que la Seine-Saint-Denis a sa tour Eiffel allongée, puisqu'il y a ici plus de tonnes d'acier qu'il y en a sur la tour Eiffel.
Dernière étape des travaux, la chaussée de 18 mètres avec des voies pour les bus, les voitures et les vélos. Mais pour relier Pleyel à la Plaine à 2 ou 4 roues, il vous faudra attendre l'horizon 2026. Elles ne sont que deux communes sur les 185 que compte le Val d'Oise à avoir choisi de faire porter l'uniforme à l'école primaire. La ville de Survilliers et de Taverny ont donc fait ce choix pour la rentrée prochaine. À Survilliers, l'appel d'offres public sur les 10 uniformes aboutira fin mai et on saura quelle entreprise les produira. En attendant, la maire de la commune nous répond sur les motivations qui ont conduit à ce choix. On l'écoute. Souvent, dans l'opinion publique, on entend que c'est pour lutter contre le harcèlement scolaire, etc. Ce n'est pas notre raison première. Il est vrai qu'une tenue unique à l'école gomme les marqueurs sociaux, ça c'est une évidence. Néanmoins, ça ne résoudra absolument pas tous les problèmes liés au harcèlement. Ça, on en est absolument conscient. Donc, c'est pas l'élément moteur de cette décision. L'élément moteur, en fait, c'était essentiellement parce que déjà, ça développe un sentiment d'appartenance. Et à Survilliers, nous avons fait le choix en fait de prévoir l'expérimentation sur les classes élémentaires, donc du CP au CM2. Parce qu'on pense que c'est les bonnes tranches d'âge pour commencer à amorcer quelque chose sur l'appartenance à un collectif. Voilà, je suis avec mes copains, mais je suis surtout dans une institution qui est l'école, donc je suis dans un cadre. Et ça, donc cet élément-là de véhiculer aussi un petit peu les valeurs de la République et de respect envers le cadre dans lequel je me situe, ça nous permet aussi d'aborder quelque chose et de semer des graines, parce que le boulot des maires, c'est aussi ça, c'est semer des graines qui feront des petits ruisseaux, peut-être des grandes rivières, mais se dire, ben voilà, plus tard, quand on est dans le cadre du travail, ben, on est dans le cadre du monde du travail, donc parfois avec un uniforme, mais en tout cas avec une tenue soit spécifique, soit correcte, exigée, etc. Et c'est un peu pour amorcer tout ça. Donc cette notion de cadre. Donc c'est ce qui a motivé essentiellement notre décision. Connaissez-vous l'intelligence artificielle? Ce que l'on appelle l'IA s'invite dans l'art et s'expose jusqu'au 8 juin 2024 au Grand Palais éphémère pour l'expo Artificial Dreams. Au total, 12 artistes exposent leurs œuvres, explorant des débats éthiques et esthétiques, des œuvres engagées, artistiques, futuristes. Les artistes doivent-ils se méfier de la concurrence de l'IA ou doivent-ils la dompter pour en libérer tout son potentiel? Reportage avec Mélanie Faure. L'intelligence artificielle peut-elle se mettre au service de l'art? Le Grand Palais éphémère accueille jusqu'au 8 juin prochain Artificial Dreams, qui nous embarque dans un parcours immersif. « 12 artistes interrogent le rapport entre l'homme et la machine. Acteurs ou spectateurs, les visiteurs sont bercés par le son et l'image. Impossible de rester impassible devant leur message, comme ici, sur l'urgence climatique. » Les Parisiens du collectif Visual System signent cette œuvre lumineuse dont la chorégraphie est auto-générée par un algorithme. Et Léon, c'est cette petite boîte de lumière au fond. La seule palpable au sein de l'exposition. On a vraiment recréé la télévision, on a recréé l'écran. Et si on s'approche très près, on va découvrir une multitude de petites cases. On lui a donné des règles, on lui a abreuvé d'images, de couleurs, de palettes de couleurs, de mouvements. Et donc du coup, ils sont réinterprétés et maintenant on a des millions de possibilités. La machine a pris le dessus et son langage est propre. Avec la nuit des musées et la nuit blanche, Paris offre une place centrale à la culture. Plus que de l'art, Artificial Dreams questionne l'intelligence artificielle dans notre société. On a essayé dans l'exposition de transmettre finalement le sentiment général de cette arrivée de l'intelligence artificielle, qui est à la fois fascinante mais aussi inquiétante parce qu'elle pose beaucoup de questions. Ne pas avoir peur et se laisser porter par les algorithmes, comme avec cette machine des Allemands Mott qui génère des photos de vous en fonction de la personnalité analysée. La machine nous parle, il va y avoir la création de ces grands portraits de vous-même. Ici c'est moi qui est projeté dans un univers complètement délirant. Effectivement, ils m'ont changé ma coupe de cheveux, ça a été une réinterprétation assez libre. Et vous, êtes-vous prêt pour le grand saut dans un monde nouveau ?
et 20 minutes TV vous emmène au cœur du Festival de Cannes à travers notre Zoom Actu. Et Caroline Vie, journaliste à 20 minutes, est sur place. Merci d'être avec nous, Caroline. Comment ça va? Très bien, merci. Je suis enchantée d'être là. Vous voyez, il fait beau. Tout est merveilleux. Tout est super génial, comme ils disent dans le film Lego. Ah bah oui, je vois bien. Ici, il fait un peu moins beau, je vous le dis. Alors justement, quelle est l'ambiance au Festival de Cannes? Eh ben ça y est, c'est parti, tout va bien, on commence à voir des stars, on commence à voir des bons films. L'ambiance qu'on craignait un petit peu perturbée par toutes les histoires de MeToo, de listes, voilà. Et ben tout ça c'est un peu derrière nous et on commence à parler cinéma, à profiter de cinéma. Et c'est somme toute ce pourquoi on est là quand même. Hein. Donc ça, c'est vraiment du bonheur. Je vois beaucoup de films, je rencontre beaucoup de gens. Cannes pour moi c'est vraiment ça. Voilà, le cinéma dans tous ses états, ça permet de prendre le pouls du cinéma international à un instant T, c'est vraiment merveilleux. Quoi. Alors le Festival de Cannes, c'est surtout ces acteurs, ces actrices qui montent les marches sur ce tapis rouge. Quels sont les acteurs et actrices qui ont marqué leur arrivée? Alors déjà, voilà, tout à l'heure j'ai croisé Uma Thurman dans l'ascenseur, vous vous rendez compte, c'est quand même génial, il y a qu'à Cannes que des choses comme ça arrivent. Alors, beaucoup de gens sont déjà arrivés, mais on attend, pour ce week-end, on attend Kevin Costner, on attend Richard Gere, justement, Uma Thurman va aussi monter les marches. Là, on a vu, on en reparlera sans doute, Judith Godrèche, on a vu toute l'équipe de Furiosa, la saga Mad Max, Anya Taylor-Joy, Chris Hemsworth, donc oui, ça va très fort du côté des stars, et ce n'est qu'un début, hein, parce qu'on n'est même pas à la moitié du festival. Et là, on attend vraiment beaucoup de gens, voilà, bien sûr, Francis Ford Coppola du côté des réalisateurs, c'est un peu la fête quand même hein, quand on aime le cinéma, d'être à Cannes. Absolument, c'est un véritable spectacle, même quand on n'y est pas. Hein, on voit donc toutes ces stars défiler sur le tapis rouge. D'ailleurs, il n'y a pas que des acteurs, des actrices, il y a aussi certains personnages du monde plutôt digital. Est-ce que vous en avez vu certains ? Alors moi, hélas, je ne fais pas le tapis rouge, parce que moi, vous savez, moi, je suis journaliste, hein, je suis une petite main, je suis une obscure, donc je ne fais pas le tapis rouge. Mais oui, il y a beaucoup d'influenceurs et moi, je suis tout à fait, enfin, j'ai absolument rien contre et je suis ravie pour eux et je suis ravie que quelqu'un comme Léna Situation fasse le tapis rouge. Moi, je trouve qu'elle est tout à fait à sa place. C'est une star à sa manière. Et voilà, enfin, c'est mon opinion et je la partage. Mais hélas, les tapis rouges, c'est pas fait pour les journalistes de 20 minutes qui, eux, sont là devant leur écran à taper avec leurs petites mains. Au moins, vous avez eu l'opportunité de croiser une star dans l'ascenseur. Donc ça c'est déjà pas mal. J'ai pu voir Chris Hemsworth, qui est toujours du plaisir, qui est absolument charmant. George Miller. Moi, j'aime les vieux messieurs, donc lui, je lui fais cœur avec les doigts. C'est le réalisateur de Mad Max. C'était vraiment du bonheur. On a l'impression de prendre le cinéma à pleine main. Enfin, de façon évidemment imagée, hein, je ne l'ai pas réellement fait, je n'ai pas attrapé ce pauvre monsieur à pleine main, mais c'est vraiment, voilà, c'est un pur bonheur que d'être là. Vraiment. Alors justement, vous parliez en préambule du MeToo du cinéma qui aurait pu complètement casser les festivités cette année. Qu'en est-il? Est-ce qu'on en entend parler? Est-ce que vous sentez un petit peu quelques prémices de problématiques en tout cas? Alors, pour l'instant, de ce côté-là, à Cannes même, c'est assez calme. Hein. Alors, il y a eu des tas de petits bruits de couloir lancés quand même beaucoup par des sites d'extrême droite, des gens qui n'étaient pas forcément bien intentionnés. Mais on a la présence, et ça, c'est vraiment génial, de Judith Godrèche, qui est venue présenter son court-métrage en hommage aux victimes de harcèlement sexiste et sexuel, et qui m'a monté les marches, nous a accordé une interview, et surtout, va continuer à se bagarrer pour que les choses changent. Et ça, c'est vraiment bien quand même. Hein. C'est très important. Je crois qu'il y a encore du travail, bien évidemment, tant dans le milieu du cinéma que dans les autres milieux, mais on arrive à une prise de conscience qui fait du bien. Vraiment, et je trouve que Godrèche n'est pas pour rien, franchement. Effectivement, merci beaucoup en tout cas pour cet aperçu. Est-ce que vous connaissez un petit peu, parce que vous en avez vu quelques-uns, les films qui pourraient être les favoris de la Palme ? Alors là, c'est peut-être un petit peu tôt. Je peux vous parler de mes favoris à moi. Hein. Il reste encore à peu près 10 jours de festival. Donc, parler de Palme... Bon, alors, on va être honnête. On pensait peut-être que Coppola, Francis Ford de son prénom, remporterait la 3e Palme d'Or. Ça semble un peu compromis parce que le film est assez décevant. Mais on a vu déjà des très très belles choses. Enfin, j'ai notamment apprécié beaucoup de films de femmes. Les femmes sont vraiment au centre de la problématique cette année, avec notamment Bird de Andrea Arnold, qui est un très très joli film. Un film suédois absolument merveilleux qui s'appelle La fille à l'aiguille, sur le problème de l'avortement au début du siècle dernier. C'est très émouvant, très fort. C'est réalisé par un homme, mais en collaboration avec son épouse. C'est un portrait de femme magnifique. Diamant brut,
par deux débutantes, épatant aussi, Agathe Rédinger, qui pour son premier film se retrouve quand même en compétition, c'est pas rien. Je ne serais pas étonnée de voir ces films-là être au palmarès d'une façon ou d'une autre, mais bon, on va être raisonnable, on n'a pas encore vu les autres, mais déjà celui-là était bien impressionnant, mais il reste encore des tas de belles choses à voir. Hein. Le film de Jacques Audiard notamment, qui est une comédie musicale, est très très attendu. Le film de Coralie Farja avec Demi Moore, voilà des choses qui nous allèchent vraiment pour la suite des opérations. Absolument, et à vous entendre reparler, on sent déjà qu'effectivement les films sont en grande compétition et qu'il pourrait y avoir encore pas mal de pépites. En tout cas, on vous souhaite vraiment un beau festival, hein, puisque comme vous le dites, ce ne sont que les débuts des festivités. Merci beaucoup. Et oui, on attend encore des temps forts. On ne manquera pas, Caroline, de refaire un autre duplex pour avoir les derniers temps. Avec plaisir, n'hésitez pas. Je vous remercie de m'avoir reçu et je vous souhaite une excellente soirée. Belle journée à vous. On vous embrasse. Au revoir. Au revoir. Restez avec nous dans quelques instants, c'est le débrief.